Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse après une très grosse nuit de basket, très grosse nuit NBA. Il n'y avait que 2 matchs, mais quel match! Miami qui a battu Milwaukee 119-114 avec 56 points de Jimmy Butler, la 4e performance de l'histoire des playoffs. Et les Lakers qui ont battu les Grizzlies 117-111 et qui mènent désormais 3-1. Les deux équipes, les deux vainqueurs du soir mènent 3-1. Pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou, de retour. Salut Antoine, ouais, de retour. Ouais, tu reprends la place de Théo. Théo a essayé, je tiens à te le dire après la vidéo d'hier, à gagner une place en temps plein, mais j'ai maintenu. Je te laisse encore. Je t'ai Le je- mec, je t'ai le mec du entendu, coach. je t'ai entendu dire que t'étais mieux sans moi, t'inquiète, hein, j'observais. Non, je plaisante évidemment. Je suis content de te retrouver pour parler. En plus, franchement, vraiment grosse nuit de basket. Je Waouh, pense ouais. qu'on va commencer par le plus évident, les 56 points de Jimmy Butler et la victoire de Miami. Je t'avoue que j'ai pas les mots. Alors, j'ai un pronostic qui avait très mal vieilli. Hein. J'avais dit, ouais, Milwaukee, franchement, même sans Giannis, ça sort Miami. Hmm. Aïe. Bah, en Aïe, fait, aïe, aïe. je crois que t'as fait comme tous les joueurs qui ont voté pour Jimmy Butler dans le fameux sondage Ah, de The Athletic où il est dans le top 5 des joueurs les plus surcotés selon ses pairs. Je pense qu'il a vu le truc, il a vrillé et il s'est dit, les gars, va falloir que je vous explique deux, trois trucs. Et là, ce match, 56 points. 56 points dans un match de playoff contre l'ultra favori des bookmakers des dernières semaines. Euh, ouais. avec Yanis de retour, ça a aucun sens. Je suis comme toi, je suis un peu choqué encore. Ça remonte à quelques heures, mais je suis encore sous le choc de ce qu'il a fait. Et même en fait, globalement, de ce que le Heat a réussi à faire, parce que il aurait pu mettre 56 points et que ça suffise pas, mais ils l'ont fait. Ils mènent 3-1. On est sur un upset invraisemblable là. Il n'y a que 4 équipes, depuis l'instauration du format, il n'y a que 4 équipes classées 8e qui ont mené 3-1 contre un premier. Il y a 2 semaines, Miami se faisait balader par Atlanta sur un match de play-in. Ouais. Aujourd'hui, Miami mène 3-1. Miami était mené de 14 points au cours du quatrième quart-temps. 14 points de retard et Miami finit en marquant 8 de ses 9 derniers tirs dans les 6 dernières minutes avec un Jimmy Butler qui met 2-3 points de suite pour passer devant. Ouais. Je ne sais pas si tu as réussi à lire sur les lèvres ce qu'il dit après le deuxième 3 points. Il gueule dans tous les sens. Je ne sais pas s'il dit c'est ma ville ou c'est chez moi ou ouais, c'est ma ville. J'ai l'impression qu'il disait c'est ma Ouais. ville. C'est ça. Mais ouais, mais clairement, pour le coup, oui, c'est sa ville. C'est même peut-être sa série, en fait. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Yanis de retour, mais je l'ai senti un peu diminué. Je sais pas, quelles sont tes premières impressions, alors, du coup, sur. Bah, c'est très curieux parce que les trois quarts du match, j'ai eu l'impression qu'il pouvait quasiment rien arriver à Milwaukee, même avec un Butler aussi chaud. Ils m'ont semblé en contrôle. Brook Lopez fait un match incroyable. Yanis, même en étant un peu diminué, comme tu disais, je l'ai senti bien sur la première partie du match, hein, dans son intensité physique. Ça reste l'extraterrestre qu'on connaît pour attaquer le Il finit cercle. avec un triple-double. Hein. Juste, moi, 26 points, 10 rebonds, 13 passes pour Ouais, Yanis. il finit en triple-double malgré tout, il a été éclipsé en fin de match par Butler. J'ai l'impression que alors il y a ce qu'a fait Butler individuellement qui est surhumain avec les 2-3 points, le sang-froid dont tu parles sur la fin de match aussi. Et il y a cette impression que les Bucks sont. J'ai pas compris comment ils ont lâché prise, ils n'ont pas réussi à répondre. Défensivement, ils se sont fait percer. Offensivement, ils n'arrivaient plus à rien mettre dedans en fin de match. Très compliqué. Je revois Butler qui harangue tout le monde, qui défie Yanis, il fait switcher Yanis sur lui pour l'attaquer. Enfin, ça n'a aucun sens, il n'y a personne qui fait de sensé qui fait ça. Voilà, ça va rester comme le match de Butler, mais j'ai peur que ce soit le match dont on se souvient aussi comme celui où les Bucks ont inexplicablement lâché prise. Et tu vois, tu parlais d'Atlanta tout à l'heure, du fameux match de play-in où on se disait, est-ce que c'est pas une fin de cycle pour Miami? C'est allé très vite en besogne, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu de Milwaukee là sur le quatrième quart-temps. Et s'ils peuvent encore remonter, c'est pas fait, hein, ça c'est déjà fait. J'ai très peur de ce qui peut se passer après pour Milwaukee là. Alors moi, j'ai pas vu le match en direct, donc je me suis Mm. refait le quatrième carton et un peu la moitié du troisième. Ce qui est marrant, donc j'ai effectivement pas tout vu, mais ce que je trouve cocasse quand tu regardes le match en connaissant le résultat, c'est que tu te dis, tu as envie de voir à quel moment, essayer de comprendre comment justement comment c'est parti en vrille, quoi. Mm. Genre, et ben en fait, c'est d'un coup.
Ouais. On ne le sent pas venir. C'est ça que je trouve le plus fou. C'est quand je regarde là, même avec le recul, tu vois, je sens pas un truc où je me dis ah ouais, Miami, si vraiment ils appuient là-dessus. Non, tu as l'impression que Milwaukee est devant. Ce qui est aussi intéressant quand tu regardes en connaissant déjà le score, c'est de voir toutes les petites possessions gâchées par Milwaukee. Ouais. Il y a des lay-ups, il y a des petits lay-ups de près, il y a des mauvaises décisions. Il y a un moment, Grayson Allen, je sais pas, il essaie de rentrer dans 5 défenseurs du 8, je sais pas pour qui il s'est pris, alors qu'il n'y a pas de Connaughton qui est tout seul. Tu as des petits détails comme ça où sur le coup, forcément, t'es les Bucks, tu dis bon, on a 14 points d'avance, ça va aller, tu vois. Et non, après, avec le recul, tu te dis, mais toutes ces petites possessions, elles coûtent tellement cher parce que d'un coup, bam, il y a des pertes de balles, des grosses défenses de Kyle Lowry, Jimmy Butler, Caleb Martin qui met des tirs. Ouais, son shoot dans le corner pour égaliser ou prendre un point. Je crois qu'il égalise. Hein. Celui-là, c'est à 2 points, ouais, dans le corner. Il en met un à 3 aussi ouais. tout seul, où il est laissé tout seul, bah, il le met. Voilà, il y a tout un. Et d'un coup, bam, Miami est devant, quoi. C'est vraiment, tu as l'impression qu'il y a un shift complet d'un coup, et bam, Miami est devant, et Milwaukee ne sait plus quoi faire. À 6 minutes de la fin, ils avaient encore 11 points d'avance. Hein. Ouais. Et après, il y a eu des petits allers-retours. Il y a Jrue Holiday qui remet un 3 points, qui les remet dedans. Mais, il y a Giannis aussi qui redonne un moment l'avantage. Mais... Ouais, mais au final, quand tu regardes aussi le match de Jrue Holiday et Chris Middleton, ils n'ont pas autant aidé que ce qu'ils sont capables de le faire. Là, je parlais du 3 points d'Holiday qui est important. Ça aurait pu être un panier décisif ce qu'il a mis, mais au final, ils ont un peu, j'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé Giannis en galère. Giannis et Brook Lopez, Brook Lopez 36 points quand même. Il fait un match énorme, mais ils finissent ils ont shooté à 10 sur 31 en cumulé, 28 points à eux deux. On parlait un peu avant de lancer tout à l'heure, on parlait avec Théo justement du fait que le Heat a plutôt attaqué Middleton en défense et l'a laissé un peu jouer en attaque, en misant peut-être sur le fait qu'il était diminué, que c'était pas encore le Middleton qu'on connaît à 100%. C'est aussi une piste. Il y a plein de choses que le Heat a fait aussi tactiquement qui sont intéressantes. Mais globalement, même si on peut analyser dans le détail ce qu'ils ont fait, il y a cette histoire de cœur, de courage, du fait qu'ils sont un peu laissés pour compte dans les pronostics par tout le monde, y compris nous depuis quelques semaines. On a l'impression que c'était fini et au final, voilà, c'est un peu parfois c'est un peu surfait le terme de hit culture, tu vois, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils n'ont pas Tyler Hero, ils n'ont pas Victor Oladipo, ils lui ont rendu hommage, ils ont tous mis un t-shirt pour lui au début du match. Ils ont tous parlé de l'importance qu'il avait dans le groupe. Mais ils arrivent à trouver ce supplément d'âme à chaque fois. C'est leur marque de fabrique, c'est leur identité, et ils s'en sont encore servis ce soir, cette nuit. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Je vais revenir juste un peu sur Middleton et Holiday. Middleton, effectivement, Théo nous signalait notamment la manière dont le Heat défendait de manière très agressive les pick and roll sur Middleton comparé à ceux sur d'autres joueurs pour forcer Middleton à prendre vite une décision, soit à lâcher la passe, soit à essayer de battre en dribble, ce qui peut arriver pour les joueurs les plus rapides qui arrivent à battre des trappes en se dégageant. Mais Middleton, il n'a plus forcément, après sa blessure, il n'a pas forcément cette mobilité latérale. Moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi. J'ai trouvé que Middleton et Giannis étaient tous les deux un petit peu handicapés. Et ce qui est intéressant sur Middleton-Holiday, c'est que ça a longtemps été pas le point faible, au contraire, parce que c'est quand même des vrais, c'est deux stars, mais souvent le défaut qu'on pouvait trouver à Milwaukee à certains stades de la compétition, c'était de se dire comment ça se passe dans un match serré si au final ton meilleur joueur, c'est pas forcément celui à qui tu vas passer la balle, c'est pas forcément Giannis qui va créer le jeu, mais ça va revenir dans les mains d'Holiday et Middleton. Est-ce qu'ils seront assez forts pour faire la différence? Avant le titre, on a eu beaucoup ce questionnement. Et Holiday, effectivement, sur ce match-là, il se trouve 6 sur 19, aucun lancé, 2 sur 11 à 3 points, aucun lancé tiré par Holiday. Middleton, il fait 4 sur 12, il perd des ballons, alors il fait 8 passes, mais effectivement, il est gêné. Après, c'est la vérité là d'un match. Je ne vais pas d'un coup me mettre à dire que Giannis n'est pas assez entouré alors qu'on a cessé de dire que les Bucks avaient la meilleure équipe. Je continue de penser que les Bucks ont tous les atouts pour aller au bout. Mais effectivement, on a senti que dès que Miami est repassé devant, le plan était très clair au Heat, c'est tu passes la balle à Butler, c'est le meilleur joueur de l'équipe et c'est lui qui va faire la diff et c'est ce qui se passe. Et tu ne peux pas faire exactement pareil du côté des Bucks, surtout quand tu as un Giannis qui est un peu diminué. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas en fin de match qu'il il n'avait pas le même peps pour aller attaquer la défense et imposer son physique par rapport à ce qu'il a déjà pu faire. Tu sentais qu'il y avait un peu moins d'énergie et de puissance dans les jambes, quoi.
Ouais, clairement, clairement. Autant, comme je disais tout à l'heure, au début du match, peut-être même l'ensemble de la première mi-temps, j'avais l'impression qu'il était lui-même, hein, toujours cette domination physique. Et après, petit à petit, il s'est essoufflé. Mais ça aurait pas dû être un problème pour Milwaukee cette année. Ils ont montré Ouais, plein de fois qu'ils savaient gagner sans lui. je suis Là, le d'accord. match précédent, enfin le match d'avant, ils ont aussi gagné sans lui sur le game 2. Enfin, c'est possible. Ils sont capables de le faire. Et là, entre le manque d'apport en sortie de banc des joueurs, plus Holiday et Middleton qui ne mettaient pas dedans, et là, on parle d'un match qu'ils auraient dû gagner parce que, ok, il y a la perf surnaturelle de Butler, mais derrière, enfin, le soutien offensif, il a été tout juste correct parce qu'Adebayo ne fait pas du tout un bon match en attaque. Non. 6 sur 16, 15 points, 6 sur 16. Alors après, c'est le défenseur qu'on connaît, il essaye, hein, il a eu cet apport-là, mais ça n'a pas été un énorme apport en attaque. Et il a dû, Butler, il s'est appuyé sur les Gabe Vincent, qui a été aussi très bon défensivement, il faut le souligner. Caleb Martin, Kyle Lowry, qui a été intéressant aussi, sans que ça se voit forcément sur la feuille de match, Ouais, il était sur la bon en feuille de stats. défense, notamment, hein, Kyle Ouais, Lowry. Il a ouais, fait ouais. mal. Et ça n'a pas de sens en fait. Milwaukee, dans la logique des choses, aurait dû. Mais tu peux pas prendre. Enfin, t'es considéré comme une bonne défense à juste titre hein, depuis des années et tu prends 41-25 sur le quatrième quart-temps alors que tu menais de 14 points. Ça, ouais, après, c'est quasi mental quoi. Ouais, bah, il y a certainement une part de mental dans ce qui se passe à la fin. En fait, ils se sont laissés dépasser par les événements. Genre, j'ai l'impression, après le deuxième 3 points de Butler, la tête de Connaughton, elle en dit long. Quoi. Il est en mode, Ouais, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Euh, Moi, j'ai trouvé, et c'est vraiment pas pour enlever quelque chose à la performance du hit, mais je trouvais qu'il y a presque un côté irrationnel quand même dans tout ce qui se passe. Après, Jimmy Butler est un joueur incroyable. Il a déjà montré maintes et maintes fois qu'il était capable de sortir des performances de ce genre. Euh, il a déjà prouvé plusieurs fois à quel point c'était un joueur de playoff, mais quand même qu'il mette. Déjà, Jimmy Butler met 3 paniers à 3 points dans un match, c'est presque beaucoup, déjà, il faut le savoir. ouais, Qu'il en mette 2 comme ça, de suite, c'est. Ouais, il y a un côté irrationnel. Les deux en première intention, genre non, mais j'y vais, je tire. Mais quelque part, ouais. c'est tout le talent du bonhomme. Quoi. Il est en confiance, il fait un match de fou, c'est un joueur incroyable et il y va et il fait gagner son équipe. J'enterrerai pas Milwaukee, cela dit. J'allais te demander si tu penses que ça peut faire partie de ces matchs ou de ces séries. Il n'y en a pas eu tant que ça, hein, des séries où tu peux remonter un 3-1 et où. Alors, en général, quand c'est pas coaché par Doc Rivers d'un côté, ça se finit pas comme ça, mais Ouais, sans vouloir lui faire offense. Mais historiquement, le pauvre, il a quelques ouais. séries à son détriment. Est-ce que tu penses vraiment. Là, j'ai l'impression que le moral, il est dans les chaussettes à Milwaukee quand même. Mais je te propose qu'on en. Alors, je vous propose à tous qu'on en parle ce soir dans la late session. Je pense que ça va Ouais, être un des on thèmes. y Il y reviendra. a plusieurs séries à 3-1. Je pense qu'on pourra parler de tout ça. Hmm. Donc, sans rentrer dans tous mes arguments. Après, bon. D'ailleurs, tu parlais du coaching, juste Spoelstra, il relance Duncan Robinson. Le mec n'a pas joué. Il est hors de la rotation Ouais. pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, il est là. J'ai passé. Alors, attendez, je regarde. Ouais, il finit à 9 points. Duncan Robinson avec 3 paniers à 3 points. Ouais. Il joue dans le Money Time, c'est du Spolstra, c'est un très grand coach. Donc oui, effectivement dur de se dire que Spolstra arrivera à se faire battre 3 fois de suite et que Jimmy Butler se fera battre 3 fois de suite, mais je pense qu'il ne faut pas enterrer Milwaukee Spoelstra, il a donné à un ce quart d'heure stade. il a quand même donné un quart d'heure de jeu à Haywood Highsmith dans une série comme ça. C'est incroyable. C'est waouh, il est trop fort. Le, voilà, pourquoi je pense que Milwaukee peut revenir, parce que je continue de penser que l'équipe de Miami, et c'est paradoxal, est pas folle en fait, mais il y Non, a mais elle est un pas joueur folle. incroyable. Mais bon, on en parlera ce soir. Donc rendez-vous Ouais. à 23h sur Twitch, la late session, on parlera de tout ça. Autre série justement avec un 3-1, donc qui sera aussi concerné ce soir. Les Lakers mènent 3-1 contre les Grizzlies après une victoire en prolongation 117-111. Allez, donne-nous un peu tes impressions sur ce match. C'était vraiment un match kiffant, celui-là aussi pour Ouais, le ouais, coup. ouais, hyper disputé, hyper intense, tout ça. Un peu comme depuis le début de la série, de toute façon. Hein, mais c'est bête, c'est un peu réducteur peut-être, mais forcément, je retiens ce qu'a fait LeBron dans ce match parce que le Ouais. mec a 38 ans révolu, il arrive à te faire un match, il bat son record personnel de rebond, donc il finit avec 28 points, 20 rebonds, Non, 7 passes. 22 points, 20 rebonds, 22 7 passes. points, pardon, Ouais. 22 points. Ouais, Genre je lui le en plus donne, âgé avec un 22, avec un 20-20. je lui en donne trop, tu vois.
je lui donne trop de points, mais le fait que non seulement il arrive à finir un match avec 20 points, 20 points, 20 rebonds. 20 rebonds, c'est son record en carrière, hein, tout saison régulière et playoffs confondus. Et surtout, au-delà de la stat, au-delà de cette ligne de stats, c'est surtout le fait qu'il ait été ultra clutch, quoi. C'est-à-dire que les Grizzlies j'avais l'impression qu'ils avaient le match en main et le quatrième quart-temps en main. Ils avaient encore 7 points d'avance. Ils ont mené 7 points 7 d'avance points, ouais. à 5 minutes de la fin. Et là, que ce soit dans l'orchestration du jeu, dans des rebonds importants qu'il prend, et puis surtout, ce drive à la fin, à une seconde de la fin, où il arrive à égaliser, à emmener en prolongue. Et derrière, en prolongue, les Lakers sont sereins, ils sont tout constamment devant, et LeBron assassine les Grizzlies sur un panier plus la faute. Derrière, avec Dylan Brooks sur lui, c'est ça que je. Avec Dylan Brooks sur lui, évidemment, pour le symbole. Voilà, il n'y a pas que lui, hein. Je veux dire, il y a eu dans ce match, les Lakers, ils ont pu compter sur D'Angelo Russell avant qu'il se fasse expulser pour 6 fautes. Il marque 2 ou 3 paniers à 3 points de suite qui font vraiment qui remettent les Lakers dedans. Ce qui est fou, c'est qu'Anthony Davis fait un match très compliqué en attaque. Ouais. C'est un match où il n'a pas pesé du tout. 4 sur 13, 12 points. Il prend des rebonds offensifs au bon moment, par contre. Voilà, et puis bon, il sort un contre sur Ja Morant au buzzer du quatrième quart-temps. Après le panier de LeBron, après le panier de l'égalisation, il fait l'action qu'il faut. Morant a une bonne position et il avait réussi à déclencher avant le buzzer, et Davis vient le contrer. Donc il arrive, c'est important qu'il arrive dans les soirs où il n'est pas bien en attaque, qu'il arrive aussi à peser là-dessus. Donc c'est mentalement que les Lakers ont gagné, et c'est grâce pour moi à LeBron et à l'apport du supporting cast, Austin Reeves qui marque des paniers intéressants dans des moments clés aussi. Schroeder intéressant, sorti de banc. Voilà, c'est les Grizzlies, je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts, parce que là, ce match était vraiment prenable pour eux. Si tu te rappelles, dans la late session, pour rigoler, c'était presque une blague, mais j'arrêtais pas de dire qu'il y aurait au moins un match à 40 points de Desmond Bane. Et je disais justement qu'il fallait que celui-là, il fallait absolument pas le perdre. Exactement. J'étais d'accord avec toi. Je pensais qu'il y aurait un gros match de Desmond Bane au scoring, et que c'était celui qu'il fallait pas le perdre. Tu vois, Miami, il y a les 56 points de Butler. Je pense que si tu les perds, tu perds le match où Butler met 56 points, tu t'en remets jamais. Là, Memphis, clairement, c'était le match qu'il fallait pas perdre. Celui où Bane, il arrive à te porter l'équipe quand Ja Morant, diminué par sa main, shoot à 8 sur 24, il faut pas le perdre. Surtout qu'en face, en fait, on parle là de LeBron et Anthony Davis, mais LeBron James, il ne fait pas un gros match offensif avant le Money Time. Offensivement, il rate des tirs, il est gêné. Anthony Davis est très discret. Pendant longtemps, c'est le supporting cast. Il y a 15 points de Jared Vanderbilt qui sort de presque nulle part. Et pendant longtemps, les Lakers leurs deux stars sont pas là en attaque, quoi. Et il y a D'Angelo Russell qui les remet dedans en mettant les 3 paniers à 3 points de suite. C'est ça qui est fort avec Russell, c'est qu'il fait pas un très bon match, D'Angelo Russell. Il y a plein de fois où tu le vois pas. Mais par contre, là, ces 3 paniers à 3 points consécutifs, ils ont vraiment fait le plus grand bien possible. Ils permettent aux Lakers de rester dedans, sinon je pense que c'est fini. À ce moment-là, c'est mort. Et derrière, il y a un autre constat, c'est que les Grizzlies, et on l'a déjà souligné plusieurs fois, il n'y a pas d'adresse. Les Lakers sont très maladroits dans ce match aussi. Ils shootent à 27% à 3 points. Mais les Grizzlies, c'est 21, c'est 9 sur 42. Il n'y a plus personne pour mettre un tir extérieur. Et à la fin, ils ont besoin, en prolongation, ils ont besoin de tir extérieur. Ils ne savent même plus comment attaquer. C'était juste Desmond Bane et Ja Morant qui attaquent à tour de rôle. Il n'y a pas de système. Je salue le coaching de Taylor Jenkins dans l'ensemble, tu vois, qui fait du très bon boulot. Mais il n'y a rien qui est proposé à la fin. Il n'y a plus rien. Il y a Ja Morant qui a la balle et Desmond Bane qui a la balle. Ils ont un seul système pour aller tirer à 3 points. Il n'y a pas de shooter. Dylan Brooks, je suis désolé, mais Dylan Brooks, il va falloir ouvrir son dossier à un moment. Il est catastrophique. Cette équipe fait de la peine, hein. Ouais, et j'allais dire, là où il dérange, c'est que il a assumé ce rôle de poil à gratter, de troll, tout ce que tu veux, mais je trouvais que sur le terrain, en saison notamment, c'est quand même un bon joueur de basket, tu vois. Il est capable de faire des perfs au scoring, d'être important dans le jeu. Là, il a du mal à peser, je trouve, dans le jeu, et derrière, il se défile. Ça fait 2 fois de suite que lui et Morant vont pas devant la presse pour parler derrière. C'est pas un très très bon signe, je trouve. Et pour revenir à Bane, donc il met 36 points cette nuit.
Il commençait à être crevé à la fin. Tu sentais qu'il rate plusieurs shoots qui sont des bons shoots pour lui normalement. Il n'y a plus de jus dans les jambes. Il n'y a plus de jus. Je trouve que Ja Morant, c'est pareil. C'est difficile de le blâmer. Le mec qui joue avec une main en vrac, tu peux pas dire c'est de sa faute, etc. Il a quand même aussi beaucoup forcé des drives super compliqués au lieu de lâcher. Il a lâché au bon moment sur ce qu'aurait dû être un game winner pour Desmond Bane si LeBron n'avait pas répondu derrière. Il fait une bonne passe où il aurait pu y aller tout seul. Mais derrière, il a encore trop drivé de manière trop compliquée. Après, c'est dû aux limites au shoot dont tu parlais des Grizzlies. Hein. C'est une des plus mauvaises équipes au shoot de la ligue. Et là, dans des matchs comme ça, malheureusement pour eux, ça se paye, quoi. Ouais, Après, bon, au moins, tu peux jamais enterrer une équipe défensive. Et c'est sur quoi Memphis peut se reposer là-dessus, c'est de se dire, bon, il faut prendre les matchs un par un, le fameux cliché des matchs les uns après les autres, et de miser sur la défense. Pareil, ça, c'est un sujet. Écoute, je te propose que tout ça, on en parle tout à l'heure dans la late session, on se fera un gros point sur les équipes menées 3-1. Les Clippers sont menés 3-1, les Hawks sont menés 3-1, les Grizzlies sont menés 3-1, les Bucks sont menés 3-1. Je pense pas en avoir oublié. Si les Timberwolves sont menés 3-1, on pourra parler de tout ça. Là, on a fait déjà un bon gros point. Vraiment, en tout cas, les matchs de cette nuit étaient très intéressants. Donc, je vous invite à lire aussi un peu tout ce qui sera écrit sur Basket Session. On va essayer de parler des matchs et de nous retrouver ce soir sur Twitch pour la late session. En attendant, écoutez, on se dit à demain matin. Enfin, ce soir, puis à demain matin pour les prochains matchs de la nuit. Juste cette nuit, un petit point. Les matchs, il y aura donc, évidemment, je ne l'ai pas ouvert devant moi. Je vous dis ça tout de suite. Il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs. Il y a donc Boston contre Atlanta. Boston qui a donc l'opportunité de finir la série. Voilà, 3 équipes qui ont l'opportunité de finir la série. 3 équipes dont on parlera ce soir sur Twitch. Boston-Atlanta, Denver-Minnesota et Phoenix contre Los Angeles. Salut Shai, salut à tous. Salut Antoine.